type d'accumulation de références allusives, ce sera vraiment un repoussoir pour le correcteur, parce qu'il aura l'impression que vous lui ressortez une fiche ou un topo. Parlez plutôt d'un texte qui vous a plu, en essayant de le citer. Évitez évidemment toutes les généralités. On est en littérature, il faut faire preuve aussi quand même un esprit raffiné. Par exemple, ce qui n'est pas le propre de la poésie uniquement ne doit pas être présenté comme tel. Vous ne devez pas radicaliser des arguments comme, je ne sais pas, sur la sensibilité qui est le propre de l'humanité, enfin des choses de ce type, la lecture comme le partage des émotions au sein d'une communauté. Enfin, voilà. Ce que je veux vous dire aussi sur le lecteur, je ne vous l'ai pas mis là, mais souvent on consacre la troisième partie de la dissertation au lecteur, ce qui est banal, ce qui est devenu vraiment une banalité, parce que ça permet effectivement, par le recours à une figure extérieure au texte littéraire lui-même, de trouver un dépassement de la dialectique qui est mise en place dans les deux premières parties, mais c'est pas très satisfaisant en général, parce que justement on se heurte à des généralités qui n'ont plus grand sens. Donc essayez vraiment de dialectiser et de donner un sens à votre troisième partie qui soit autre que oui mais bon que le lecteur. D'accord. Évitez les grandes notions vides comme objectivité, subjectivité, ça c'est vraiment rédhibitoire. Surtout qu'on ne sait pas ce que c'est en littérature, peut-être en philosophie et encore, mais en littérature non. Tenez-vous-en au sujet, ne faites pas des grandes phrases fourre-tout avec plein de mots très compliqués mis ensemble. Structurez, définissez, distinguez les idées entre elles. Soyez au point aussi sur les termes narratologiques, ça va faire vraiment la différence. Je sais que c'est un peu rébarbatif à apprendre, un milieu à apprendre. Mais voilà, ne confondez pas le lecteur et le destinataire de l'œuvre, ce n'est pas la même chose. Le narrateur et le narrateur, l'auteur et le narrateur, etc. Ainsi que bien sûr les figures de rhétorique, mais là je vous ai déjà dit de diviser les figures de style et les formes, le nom des formes littéraires. Et puis il y a certaines expressions qui sont un petit peu mal vues dans les copies, comme quand vous dites quoi qu'il en soit ou par ailleurs, généralement c'est que vous vous égarez dans votre propos, donc ça doit être un peu une alerte, Ne dites pas au final, ça, vous le savez. Ne dites pas non plus basé sur, c'est moche, dites fondé sur éventuellement. Évitez ces expressions toutes faites, enfin, comme une tonalité de, pas dire grand-chose, ne dit pas grand-chose à votre lecteur. Voilà, bon, j'avais préparé une petite analyse d'un texte critique de Jacobson, mais je ne sais pas si vous en avez envie ou besoin, vous aurez bien l'occasion dans l'année, j'espère, d'aller voir ce que dit Jacobson, notamment dans Linguistique et Poétique, ouvrage sorti en 1963. Jacobson, vous savez, c'est un formaliste russe, enfin, c'est celui qui a popularisé, diffusé le formalisme russe, et donc un certain courant du structuralisme influencé par la linguistique de Saussure, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez, en fait, je voulais vous faire une distinction entre son ouvrage s'appelle Linguistique et Poétique. Qu'est-ce que la différence qu'on fait en narratologie entre la poésie et la fonction poétique du langage? Il y a une grande différence. Pour Jacobson, la fonction poétique est une des 6 fonctions du langage qui constitue la littérarité d'un texte. Je vous rappelle qu'il y a 6 fonctions. Donc la fonction expressive, c'est le destinateur qui émet un message. La fonction conative, c'est le destinateur qui reçoit le message. La fonction poétique, c'est justement ce message lui-même, la production de ce message. La fonction référentielle, elle renvoie au contexte du message, qui est commun aux deux interlocuteurs.
Il y a la fonction métalinguistique qui renvoie au code du message, dans lequel le message est formulé. Et enfin, la fonction fatigue, qui est purement la fonction de contact, l'apostrophe, l'interpellation du destinataire. Ces fonctions permettent justement de définir ce que c'est qu'un texte littéraire en n'utilisant pas justement de jugement de valeur subjectif. Pour, donc je disais Jacobson, la fonction poétique est l'accent mis sur le message pour son propre compte, le message du texte. Donc ce n'est pas la poésie seulement qui appartient à la fonction poétique, mais en quoi cette définition de la fonction poétique englobe aussi la poésie. En quoi la poésie met l'accent aussi sur le message, sur son propre compte. Qu'est-ce que ça signifie chez Jacobson? Vous savez, chez Jacobson, qu'il y a deux modes fondamentaux du comportement verbal, c'est la sélection et la combinaison. Ça semble très compliqué comme ça, mais en vérité, ça peut s'expliquer. Donc la sélection, c'est le choix du mot, tout simplement parmi tous les termes qui existent pour désigner un référent dans le monde. On choisit un mot du code linguistique qui est utilisé. C'est ce que Jacobson appelle l'axe paradigmatique. Alors que la combinaison, c'est la syntaxe justement et la mise en séquence des différents mots entre eux. C'est ce que Jacobson appelle l'axe syntagmatique. Donc vous pouvez retenir cet exemple affreux Alfred que prend Jacobson, puisqu'on choisit donc dans la sélection, on choisit le terme d'affreux parce qu'il sonne comme Alfred, et on ne dit pas horrible Alfred, on dirait affreux Alfred, c'est là qu'on est dans la sélection. Et dans la syntaxe, on rapproche ces deux termes pour établir une équivalence. Affreux Alfred, comme les deux termes sont mis l'un à côté de l'autre, on comprend que Alfred est l'affreux. Alfred est affreux. C'est la relation d'équivalence, dit Jacobson, qui fonde finalement, qui est au principe de la séquence qui fait une phrase littéraire. Je cite Jacobson, donc la sélection est produite sur la base de l'équivalence, donc soit de la similarité et de la dissimilarité, de la synonymie et de l'antonymie, tandis que la combinaison, la construction de la séquence, repose sur la contiguïté. La fonction poétique projette le principe d'équivalence de l'axe de la sélection sur l'axe de la combinaison, c'est un peu du jargon structuraliste, je vous invite à relire un petit peu plus lentement. L'équivalence est promue au rang de procédé constitutif de la séquence. D'accord ? Voilà, bon, c'est un peu des mots compliqués pour pas grand-chose, mais en tout cas, c'est une définition de la littérarité qui se veut objective. Pour employer un terme qu'il ne faut pas employer, justement, et qui est quand même assez employé par les structuralistes. Voilà, tout simplement, la fonction poétique, on pourrait la résumer en l'acte qui consiste à mettre l'un à côté de l'autre, dans une relation de contiguïté, des mots que la fonction de sélection a choisi dans le code linguistique utilisé, pour mettre l'accent sur un message particulier, comme je vous disais tout à l'heure, dont le procédé constitutif est toujours l'équivalence. Alfred égale affreux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Dans ce cas, on peut lire des extraits si vous le souhaitez, des œuvres en programme, ou bien faire toute autre chose. Je ne sais pas si les